L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, on abordera avec lui deux sujets majeurs en lien avec la lutte contre le terrorisme. Notez que dans la nuit du vendredi 22 août 2025, le poste de douane de Gada, situé à environ 5 km à l'est de Malanville, a été la cible d'une attaque d'individus armés non identifiés. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des soldats du 7e bataillon interarmé, l'opération a été rapidement maîtrisée. L'échange de tirs s'est soldé par la neutralisation d'un des assaillants, plusieurs autres blessés, ainsi que la saisie d'un arsenal de guerre. Aucune perte n'est enregistrée du côté des forces armées béninoises, ce qui illustre, selon certains médias, la solidité du dispositif mis en place sous le commandement du chef de bataillon Villon Komlan Casimir Sossou. D'une part, bien évidemment, et d'autre part, on s'interroge sur ce qui se passe réellement entre les forces de défense et de sécurité et la communauté Peul dans la lutte contre le terrorisme. Selon certaines révélations, les membres de cette communauté souffrent le martyre dans les mains des forces armées en raison des attaques terroristes dans lesquelles certains membres de cette communauté seraient impliqués. Dans une émission diffusée sur plusieurs plateformes digitales, un responsable d'organisation non gouvernementale semble alerter le peuple béninois sur des pratiques qui s'apparentent à la persécution ou de la chasse aux sorcières au sein de cette communauté qui serait prise pour cible dans des interpellations abusives et injustifiées. La guerre contre le terrorisme se transforme-t-elle en une guerre contre la communauté Peul? Face au silence de l'armée sur les révélations qui ont été faites, nous jetons ce matin notre dévolu sur un acteur passionné des questions géostratégiques et géopolitiques et qui suit avec un intérêt particulier l'évolution des dynamiques sécuritaires en Afrique de l'Ouest dans un contexte de montée en puissance des groupes djihadistes qui sèment la terreur aussi bien dans le Sahel qu'à ses alentours. Il s'agit bel et bien de Rachidi Ojo, expert en communication politique et publique, avec qui nous analyserons les révélations et dénonciations de certains activistes qui craignent des jours sombres pour la communauté Peul du Bénin. Rachidi Ojo, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Alors, vous avez suivi tout à l'heure mon introduction le vendredi dernier. Est-ce qu'on peut parler d'un succès des forces armées béninoises? Est-ce que les Béninois doivent se réjouir de cette prouesse-là? Ah oui, bien sûr que nous avons de très bonnes raisons de nous réjouir de ces prouesses, de ces exploits, de ces petites victoires qui comptent beaucoup pour le moral des troupes. Vous savez, les organisations terroristes, après une attaque contre une cible dure, comme par exemple les chutes de Koudou, donc notre position militaire à ce niveau, ou encore notre position militaire au niveau du point triple, multiplient après des attaques contre des cibles dites molles. Ce sont des cibles autour desquelles il n'y a pas un dispositif de sécurité énorme. Ce ne sont pas des cibles qui sont abandonnées, mais le dispositif de sécurité n'est pas aussi impressionnant, n'est pas le même que celui que l'on peut retrouver au niveau d'une cible dure. Bon, un poste aux douanes n'est pas une cible molle en tant que telle. Peut-être que les organisations terroristes ont eu l'idée que, à partir du moment où ce n'est pas une position militaire, on peut attaquer ce genre de cible un peu comme on attaque les commissariats. Et je pense que ce qui a fonctionné dans ce cas précis, c'est la coordination entre les différentes forces qui sont présentes dans les alentours. Vous avez bien sûr les forces spéciales, donc les forces que nous avons créées pour lutter contre le terrorisme. Bien évidemment. Il y a d'autres composantes de l'armée qui sont présentes dans la région. Vous avez la Marine nationale qui est présente. Vous avez aussi la police républicaine. Donc, une fois que l'alerte a été donnée, la coordination entre ces différentes forces dans l'organisation de la riposte a une célérité également fonctionné. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se réjouir particulièrement parce que ce genre de réaction inspire dans le réajustement des dispositifs stratégiques. Parce qu'après tout, les hommes qui font la guerre aux terroristes pour que nous puissions être en sécurité ne sont pas des dieux.
il y a des notions qu'ils ont apprises, il y a des techniques qu'ils connaissent, mais après chaque attaque sur le terrain, aussi, il y a des réajustements. il y a des réajustements puisque chaque attaque génère une documentation, y compris des documents audiovisuels, dont l'analyse et l'étude permettent bien évidemment de faire des réajustements stratégiques. Et ce qui compte davantage dans cette attaque qui a très mal tourné pour les ennemis de la République, c'est le détail au niveau du corps de l'assaillant qui est tombé. Son corps a été retrouvé à 350 mètres environ du lieu de l'attaque. Par principe et par nature, pour des questions d'orgueil, les terroristes, lorsqu'ils viennent, quelle que soit la situation, ils ne laissent pas les corps des hommes qui tombent dans leur rang, à moins que l'attaque est vraiment mal tournée en leur défaveur, de sorte que ceux qui restent ne sont pas autant nombreux. Le rapport de force est vraiment impressionnant. Si le rapport de force tourne en leur défaveur et que ceux qui survivent dans leur rang sont moins nombreux que ceux qui tombent, vous allez avoir des corps. Mais si c'est eux qui font des dégâts dans nos rangs et qu'il y a seulement quelques personnes qui sont tombées dans le rang des terroristes, vous ne verrez pas les corps. Alors ici, s'ils n'ont pas pu emporter le corps, c'est que les autres étaient grièvement blessés. C'est-à-dire que le niveau de blessure qu'ils ont eu était tel que c'était mieux pour eux de sauver leur propre tête, peut-être d'aller succomber à leurs blessures quelque part, peut-être chez eux, quand ils vont retourner à leur base, plutôt que de s'obstiner à emporter. Parce que, imaginez le nombre qu'ils étaient. Donc, emporter un seul corps ne devrait pas être quelque chose de très, très difficile. Si ça n'a pas été possible, ça suppose que nos forces de défense et de sécurité ont riposté de façon énergique et n'ont pas du tout fait de cadeau à ces assaillants. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très bien pour le moral des troupes et aussi pour le moral des bénéficiaires de la sécurité que nous sommes. Alors, Rachid Diodio, tout ce que vous révélez ce matin-là résulte de vos investigations avec les hommes du milieu, notamment au niveau les plus élevés. Mais il y a une interrogation qui subsiste dans la mémoire des uns des autres, c'est de savoir pourquoi l'armée elle-même ne monte pas au créneau pour quand même exposer ses gloires, si on peut le dire ainsi, ses succès. Alors, vous avez parfaitement raison. L'armée elle est très occupée et nous allons en parler tout à l'heure. Moi, j'essaie de prendre les nouvelles du front pratiquement tous les jours parce que je documente, je travaille sur ça. Tout à fait, et, bien évidemment. Vous en savez quelque chose dans un cadre strictement personnel et privé. Et donc, les hommes sont trop occupés. Le front, ce n'est pas la blague. Vous imaginez, on sait déjà que la guerre n'est pas quelque chose de très simple. On sait quand mais ça commence, lorsque vous êtes dans une guerre asymétrique et vous ne savez pas quand est-ce que l'ennemi surgira et de quelle façon il va surgir, de quel côté. Voyez, vous n'avez pas parfois le temps de vous occuper de certaines choses. Je comprends, hein, je ne discule pas, je n'excuse pas l'armée pour parfois son silence trop long sur certains exploits, mais c'est parce que ici il y a eu un corps de terroristes retrouvés au sol que peut-être la communication n'a pas fait défaut sur ça. Sinon, des attaques qui sont déjouées, soit au moment de la planification ou au moment du début d'exécution, il y en a, je peux vous dire, depuis janvier 2025, nos forces de défense et de sécurité ont déjoué beaucoup d'attaques. Beaucoup. Mais ce qui compte pour elles, c'est de faire en sorte... Je ne peux pas vous dire. Okay, je ne peux pas vous dire. Oui. Pratiquement, toutes les 2 semaines, il y a une attaque qui est déjouée. Soit à la phase de préparation, soit à la phase de début d'exécution, tout en sachant que le début d'exécution dans une attaque terroriste, ce n'est pas exactement le moment où les gens engagent l'assaut, c'est le moment où ils ont pris la décision, après la préparation, maintenant, de poser le premier pas vers l'atteinte de la cible. Et puisque ce sont des personnes qui partent généralement des territoires étrangers, qui font des recrutements au niveau local, les renseignements, en tout cas pour ce qui fonctionne encore aujourd'hui au niveau de notre dispositif de renseignement, ces renseignements permettent parfois de stopper ces attaques-là en début d'exécution. Donc, ce qui est important pour les hommes qui sont au front, c'est la réalité qu'ils vivent. C'est ce à quoi ils croient eux-mêmes, pas nécessairement
les lauriers qui viendront de X ou de Y. Si par moment ça vient, comme le cas de l'attaque du poste de douane de Gada, le peuple est au courant, on les félicite, c'est tant mieux. Mais ils ont la responsabilité de s'occuper de notre sécurité. Après, la communication, ça viendra. Mais avec cet exploit Oui. au niveau des postes douane de Gada, les forces de défense et de sécurité doivent rester davantage en alerte parce qu'on ne sait pas, vous voyez, le guerre asymétrique, comme on dit, ils ont reçu un coup, on peut redouter qu'ils puissent éventuellement, je ne veux pas sortir le Non, mot. la riposte qui a été efficace, telle que nous l'avons observée, est la preuve que l'alerte a fonctionné. Donc, on n'a pas à leur demander aujourd'hui d'être en alerte. D'ailleurs, rester en alerte, c'est d'abord pour leur propre vie, pour leur propre survie, et c'est dans cette vie, c'est dans cette survie que se trouve notre sécurité à nous. Donc, Tout à fait. les forces de défense et de sécurité sont en permanence en alerte. On pourra peut-être en parler parce qu'il y a des opérations, des actions qui sont menées tous les jours. Et parfois, les personnes qui sont loin des fronts, qui ne comprennent pas ce qui se passe, à qui certains acteurs rapportent des informations, si ceux-là ne prennent pas la peine De vérifier. d'avoir des informations complètes, d'avoir des informations au jour le jour et de se contenter seulement des informations d'une seule journée pour faire des déclarations, pour prendre des positions, parfois certains de bonne foi vont passer à côté de la plaque. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'alerte, elle est permanente et nos forces de défense et de sécurité, elles sont tellement concentrées que lorsqu'il y a quelque chose qui veut les perturber, elles préfèrent ignorer cette chose-là, d'où qu'elle vienne. Donc, moi, je pense que les jours à venir, avec les prochains résultats aussi qui nous parviendront sur le front de la guerre contre le terrorisme, nous pourrons davantage, pour ceux qui sont encore sceptiques, nous convaincre de ce que nos forces de défense et de sécurité font de sacrés bons boulots au service de notre sécurité. De sacrés bons boulots au service de notre communauté. Alors, Rachid Ojo, vous avez suivi également les déclarations, pour ne pas dire les révélations qui font état d'interpellation de membres de la communauté Peul qui subiraient dans les camps militaires des traitements inhumains et dégradants et desquels l'on extorque des aveux sur fond de torture. Qu'en savez-vous et comment pouvez-vous décrire et qualifier aujourd'hui les rapports entre les forces de défense et de sécurité et la communauté Peul en lien avec la lutte contre le terrorisme? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'essaye de documenter la guerre que nous menons actuellement contre le terrorisme. Pour un travail scientifique. Et pour le faire, oui, il faut pouvoir avoir des informations au jour le jour. Ce qui est évident et qui est incontestable, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas dans notre pays une violence d'État contre l'une quelconque des communautés établies dans les zones à risque, dans les zones où nous sommes attaqués. Pas de violence d'État. Il n'existe non plus une espèce de guérilla institutionnelle orchestrée par l'armée à l'encontre de la communauté Peul. Ça n'existe pas. J'ai bien suivi les révélations auxquelles vous faites allusion. Et quand je suivais l'auteur de ces révélations, il parle au début de son intervention de février 2024, mai 2024, juin 2024. Après, il a parlé de 2025. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi maintenant. Mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, allez-y. Depuis décembre 2024, conscient de ce que la communauté Peul est entre le marteau et l'enclume, est elle-même victime de la barbarie terroriste, au même moment que certains de ses fils, de ses jeunes, sont de gré ou de force endoctrinés, enrôlés par les organisations terroristes qui sont établies en territoire étranger et qui font des recrutements locaux pour pouvoir bien réussir leur opération, le président de la République, le président Patrice Talon, a décidé en présence des responsables militaires, de la hiérarchie militaire, d'échanger avec les dignitaires de la communauté Peul.
Et personne n'avait amené le chef de l'État, en ce moment, à déclarer que la stigmatisation est un fléau plus dangereux que le terrorisme, que l'extrémisme violent lui-même. Donc, regardez déjà ce que ça traduit en termes de niveau de prise de conscience au plus haut niveau de l'État en ce qui concerne la responsabilité, même dans la guerre contre le terrorisme, pour les forces de défense et de sécurité, de protéger toutes les communautés, de ne pas persécuter et de ne pas stigmatiser. C'est encore au niveau étatique qu'on peut constater que pour pouvoir assister cette communauté, le président de la République a nommé un chargé de mission auprès des éleveurs. On a créé le Haut Commissariat à la sédentarisation. Tout à fait. Et puis, et d'autres mesures, même le code agropastoral qui définit et délimite les couloirs de pâturage, ça fait partie des mesures que l'État prend pour montrer toute sa proximité avec la communauté Peul et dire à cette communauté qu'elle compte autant que toutes les autres communautés nationales. Mais après, Abdelkader, une situation de guerre n'est pas une situation normale. Et dans une situation qui n'est pas normale, il peut y avoir la survenance de certains incidents. C'est la façon dont on gère des incidents en période de guerre qui compte, et non le fait que des incidents surviennent. Pourquoi? Parce que l'armée a décidé de faire de la communauté Peul son premier partenaire stratégique civil. Parce qu'elle est consciente que si elle fait des frustrés, des mécontents dans cette communauté, oui, en persécutant, en menaçant, en intimidant, ça va être contre-productif. Nous allons même risquer gros. On pourra même perdre la guerre contre le terrorisme. Mais après, quand vous allez dans les zones à risque, il y a des périmètres qui sont délimités, qui sont interdits d'accès. Il y a des couvre-feux qui sont décrétés à certains endroits. Et au lendemain de chaque attaque, il y a des patrouilles d'une certaine nature qui sont effectuées. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand les terroristes viennent attaquer par colonies de motocyclistes, par centaines de colonies de motocyclistes, ils quittent les territoires étrangers, s'appuient sur leurs complices locaux, mais quand ils finissent d'attaquer, il faut qu'ils repartent. Le repli, parfois, n'est pas total. Donc certains, sachant qu'ils doivent encore parcourir des centaines de kilomètres, par exemple au cœur de la Pendjari, pour rallier leur sanctuaire, se mélangent à la communauté locale. Ce qui fait qu'à la veille, au lendemain d'une attaque, il y a un certain nombre de contrôles systématiques qui se font. Et dans tout ça, pendant la surveillance du respect des couvre-feux, lorsqu'on surveille les zones interdites d'accès, pendant qu'on mène les patrouilles, après une attaque, il y a forcément des interpellations. Et donc, au niveau de ces interpellations? Il y a forcément des interpellations. Et lorsque quelqu'un est interpellé, déjà les premiers mots qui sortent, le discours, la cohérence au niveau du discours de la personne donne déjà des indices aux chefs militaires qui ont la responsabilité de sécuriser la zone. Donc, quelqu'un peut se retrouver à un mauvais endroit au mauvais moment. De la même manière, des terroristes qui ont participé à une attaque, soit en participant à l'alimentation de la chaîne d'approvisionnement, soit en étant directement au combat, peuvent toujours se retrouver dans la communauté locale après une attaque. Donc on ne peut pas dire après une attaque on ne fait rien, on croise les bras, parce qu'on a peur d'arrêter des innocents. L'essentiel, lorsqu'on interpelle quelqu'un et on se rend compte après que c'est un innocent, il faut le relâcher. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un dispositif formel de coopération. Et je regrette que l'auteur de ces révélations-là n'en a pas fait cas. Entre les forces de défense et de sécurité, donc les chefs militaires qui commandent les unités dans certaines zones, et les dignitaires des associations de la communauté Peul. De sorte que, parfois, lorsqu'on interpelle
Monsieur X au sein de la communauté, parce qu'on a vu des indices, on fait intervenir ces dignitaires pour dire, est-ce que vous connaissez... Pour assister à l'interrogatoire. Pour assister, parfois pour témoigner, quel est son passé. Parfois ça marche bien, parfois ça ne marche pas, on verra ça tout à l'heure. Parce qu'il est arrivé que des bouviers retrouvés dans certaines positions, je vous dis, suspectes, après une attaque, a été interpellé à partir de l'analyse des communications effectuées avec son téléphone portable. Mais quand on a demandé à un dignitaire de la communauté, il dit non, 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 c'est mon bouvier, je le connais, c'est mon garçon, il n'est pas un terroriste, il s'est peut-être retrouvé au mauvais endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son téléphone, pendant qu'il était, il était en activité, loin de la maison, a été laissé à quelqu'un d'autre qui potentiellement était lié aux organisations terroristes et qui a effectué des appels avec son téléphone. Et là, c'est complexe. Donc, c'est complexe. C'est complexe. Donc, si l'armée interpelle quelqu'un comme celui-là, on va crier au scandale. Mais après, s'il y a un témoignage qui prouve que c'est une personne qui exerce une activité illicite, qui n'est pas liée aux organisations criminelles, on relâche l'intéressé. Donc, je trouve que ces révélations n'ont pas tenu compte du contexte parce qu'elles perturbent les hommes au front. Ces révélations déconcentrent parce que présenter des hommes qui donnent leur poitrine, leur vie pour que nous soyons en sécurité, pour qu'Abdelkader puisse aller prendre un pot dans un bar à côté de nous, les déconcentrer, les perturber, en les présentant comme des tortionnaires ou des criminels, c'est quelque chose qui participe même à faire le jeu de l'ennemi. Et je sais que ce n'est pas le but visé par l'auteur de cette révélation, mais il faut qu'il revoie sa méthode, il faut qu'il revoie son approche. Nous sommes en guerre. Et dans une situation de guerre, tout n'est pas toujours normal. Et quand vous avez des informations, il faut que vous ayez des procédés stricts. Il faut pour recouper. Faire des recoupements et vérifier certaines choses avant de les mettre sur la place publique. On parle aussi des Peuls qui dénoncent leurs frères jusqu'à opposer à ces derniers des conflits domaniaux, juste parce qu'ils sont des rivaux ou qui se disputent une même femme, par exemple. Y a-t-il pas un grand risque, Rachid Ojo, d'appréhender des innocents victimes de fausses dénonciations? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des cas de fausses dénonciations ou des dénonciations infondées. Et ça, certains dignitaires de la communauté avaient déjà fait cas de cette situation devant le président de la République le 27 décembre 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée ne banalise aucune dénonciation. Elle ne prend aucune dénonciation à la légère. Au même moment, elle ne fait pas d'une dénonciation de façon systématique une vérité d'évangile, une parole d'évangile. Donc, il y a des procédures qui existent dans le cadre donc, de la coopération civilo-militaire mise en place dans le contexte de la guerre contre le terrorisme pour traiter ces questions-là. Si quelqu'un a été dénoncé, parce qu'il serait opposé au dénonciateur par un conflit domanial ou par un conflit de rivalité autour d'une même femme que les dénonciateurs. Mais autre enjeu, ça se gère. Mais attention, attention Abdelkader, ce n'est pas parce qu'il existe un conflit domanial ou un problème de rivalité autour de deux frères de la communauté Peul sur une femme, que lorsqu'on se rend compte que cette dénonciation a été motivée par un tel fait, on dit il n'y a rien à cirer, passer. Parce que parfois, l'instinct de protection amène certains frères, même lorsqu'ils sont convaincus que leurs propres frères sont liés aux organisations terroristes, mènent des activités suspectes, ils ne les dénoncent pas. Parce que je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est humain. On connaît un frère qui fait quelque chose pas trop bien, mais on ne veut pas le dénoncer. C'est pas bien, mais je peux comprendre que c'est humain. Le jour où vous allez avoir un problème avec ce frère, ce sera peut-être l'occasion d'aller le dénoncer. Donc, ce qui occasionne la dénonciation ne détermine pas la véracité,
des faits contenus dans la dénonciation. C'est ce que je peux vous dire. Et c'est qu'à l'armée, en tout cas, est très bien habituée à ça et elle les gère parfaitement. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en situation de guerre, tout n'est pas forcément Oui. normal. Alors, il y a une interrogation. Est-ce que les droits constitutionnels, notamment le droit à la défense des personnes interpellées, est garanti? Alors, avant ça, parce qu'il y a dans les révélations que j'ai entendues, un point quand même qui a retenu mon attention. Lequel? J'ai Oui. entendu que certaines personnes interpellées n'ont eu la vie sauve qu'avec l'intervention des hommes politiques. Parce que Ah oui, oui, exactement. il me Oui. semble important de clarifier. Est-ce qu'il y a un lien avec la politique à ce niveau-là? Alors, les interpellations ne se font pas sur la base des considérations politiques ou partisanes. Cependant, les acteurs qui exercent des responsabilités administratives peuvent être à la base d'abord des acteurs politiques, ce qui n'est pas interdit. Même quand vous prenez un chef de village, il peut appartenir à tel ou tel autre parti politique. Formation politique, exactement. Mais, donc, lorsqu'on le consulte, après avoir interpellé quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est de tel ou tel autre parti politique, c'est parce qu'il exerce une responsabilité administrative. Ça peut être aussi un maire ou un adjoint au maire. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi son revers. Je vais vous partager, la semaine dernière, alors que j'étais dans mes activités de suivi, on me rapporte que les forces spéciales étaient en train de pilonner des bandes qui visiblement étaient en train de préparer une attaque. Vous savez, quand les organisations terroristes veulent attaquer, les bandes constituées pour aller attaquer n'ont pas une position fixe. Donc, dans la bourse, dans une journée, elles peuvent changer de position 1 million de fois. Ça fait partie de leur stratégie, c'est connu. Les terroristes aussi savent que les militaires savent. Donc, ce n'est pas un secret. C'est une lapalissade. Alors, à un moment donné, ces bandes ont été perdues de vue. Ça peut se comprendre parce que quand elles s'aperçoivent qu'elles sont suivies, il y a deux options pour elles. Soit retourner en territoire étranger, soit se mélanger à la communauté et renoncer d'abord à ce projet. C'est dans ce contexte que 6 individus, tous des Peuls, ont été interpellés. Vraiment, dans une position, on peut dire, bizarre. Et l'expérience, le flair, le réflexe des militaires qui les ont interpellés, pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à voir avec les éléments qui viennent de disparaître. Mais on aurait pu en même temps les envoyer à Cotonou, les présenter à la criette pour qu'un juge d'instruction s'en charge. Qu'est-ce qu'on a fait? Le protocole qui est en place, c'est qu'il faut consulter les responsables associatifs ou administratifs de la localité. Ça a été fait, un responsable administratif a été consulté. On l'a invité au camp pour venir voir les individus. Là, moi, je les connais. Je les connais tous. Ce sont des gars bien. Je ne pense pas qu'ils soient mêlés à de telles activités. Moi, je pense qu'il faut les relâcher. Mais l'armée a mis ces éléments à la disposition de ce responsable administratif. S'il y avait un mot d'ordre du genre matraquer les Peuls, persécuter les Peuls, ce que je viens de vous dire, les contextes, l'environnement, tout ceci était suffisant pour que les intéressés fassent l'objet de procédures judiciaires. La suite de l'histoire, je ne vous la raconte pas, parce que l'histoire ne s'est pas terminée là. Mais c'est pour montrer à quel point l'armée coopère avec la communauté Peul et est vraiment consciente de ce que cette communauté est son premier partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, vous demandez si les droits constitutionnels des personnes qui sont... Mais bien évidemment, quand des individus sont interpellés et que, après vérification sur vérification, après avoir consulté les responsables administratifs ou associatifs de la communauté, on prend la résolution de les envoyer à la criette, mais tous leurs droits sont garantis.
ils ont le droit de constituer un avocat. Actuellement, il y a des procédures sur des individus qui sont pendantes, qui sont en instruction. Donc, et c'est d'ailleurs parce que ces procédures existent et suivent leur cours normal que, par exemple, l'auteur de ces révélations aussi a pu avoir un certain nombre d'informations. Parce que les seules preuves qu'il semble avoir brandies, ce sont les plaintes formulées par des avocats, des personnes qui estiment qu'elles n'ont rien à voir avec l'activité terroriste et qui ont été interpellées. Moi, je pense que ce qui se passe au front est extrêmement complexe. Parfois, vous allez relâcher de vrais terroristes parce que vous ne voulez pas faire de mécontents, vous ne voulez pas faire de frustrés. Parfois aussi, vous allez être obligé de faire une procédure judiciaire normale à quelqu'un peut-être qui n'a rien à voir avec les organisations terroristes et qui a peut-être eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Je pense que cela ne fait pas de notre armée une armée irresponsable ou une armée criminelle ou une armée qui n'a pas à cœur le respect des droits humains, même dans un contexte de guerre asymétrique. Aujourd'hui, au niveau de chacune des unités qui opèrent sur le terrain, il y a un conseil juridique. Pourquoi l'armée a pris ces dispositions? C'est pour qu'il n'y ait pas des abus. C'est pour que les droits les plus élémentaires des personnes qui soient respectés. Et donc, les droits constitutionnels des personnes qui sont interpellées et qui après sont déférées devant la juridiction compétente sont respectés. Une autre petite question pour conclure. L'auteur de ces révélations a eu à saisir les ambassades et institutions internationales. Quels sont les enjeux qui y concourent, selon vous? Je me suis posé cette question parce que même s'il y a un problème avec la communauté Peul, qui est une communauté nationale, c'est une affaire bénino-béninoise. C'est une affaire qui peut se régler entre nous. Pourquoi on met à ça les ambassades des autres pays, des autres puissances, etc. etc. Moi, il y a un gain? Je pense qu'il y en a un. Lequel? Alors, une ONG a besoin de financement. Une ONG a besoin de financement. Ce n'est pas un crime qu'une ONG ait besoin de financement. Et c'est un prétexte, lorsque j'analyse un peu... Un prétexte? Lorsque j'analyse un peu l'environnement du pays de résidence de l'auteur de la révélation, je me rends compte qu'il existe au niveau de l'Union européenne le programme Protect Defenders, au fait, qui est destiné à défendre les droits des communautés marginalisées ou menacées d'extinction. Je pense que ce n'est pas le cas de la communauté Peul. La communauté Peul, c'est une communauté digne, riche de sa richesse, qui exerce des activités traditionnelles, des activités économiques dont certains éléments sont d'éminents cadres. Donc, il n'y a pas péril sur la communauté Peul. Et ce programme est financé par l'instrument européen de démocratie et des droits humains. Et ce programme gère aussi l'initiative Marianne, qui a été lancée par le président Emmanuel Macron en octobre 2021. Il y a une manne financière à ce niveau. Il y a du cash qu'on veut mettre à la disposition des organisations qui défendent les droits humains, des communautés qui sont menacées. Peut-être que l'intéressé convoite un financement de ce côté-là, mais il ne faut pas surfer sur la communauté Peul pour avoir de tels financements. Ce n'est pas bon, c'est malsain. C'est une communauté digne qui souffre elle-même du terrorisme autant que les autres communautés nationales. Sauf que sa spécificité, c'est que malheureusement, en raison d'un certain nombre de contingences sociologiques et historiques, c'est en son sein que les organisations qui sont basées en territoire étranger recrutent localement pour pouvoir s'approvisionner en carburant, en vivres, en d'autres ingrédients et avoir tout ce qu'il faut pour commettre des attaques sur le sol béninois. Dernière question, un message à l'endroit des populations dans les espaces névralgiques et celles dans les zones sûres. De continuer à faire confiance à nos forces de défense et de sécurité qui sont engagées plus que jamais. Vous avez vu le 1er août, lorsque défilaient les forces spéciales, vous avez vu la réaction du président de la République et de tous ses invités. C'est une reconnaissance au plus haut niveau du travail que font ces forces et les autres troupes qui sont engagées. Aujourd'hui, si l'on doit parler chaque fois de ce qui se passe réellement sur le haut front,
mais des gens n'auront pas envie d'aller prendre une bière pour ceux qui en ont l'habitude. Vous voyez, donc, nous sommes en sécurité parce que des hommes ont décidé de faire correctement leur travail. C'est vrai que l'engagement militaire, c'est du sacrifice, a un sens, mais après, lorsqu'on est engagé militairement et quand on est au front, ils ont également une famille qui les attend. C'est ça, il faut une certaine bravoure, il faut une certaine conscience professionnelle pour faire le travail. Cette bravoure et cette conscience professionnelle existent et c'est quelque chose qui doit nous rassurer. Les forces de défense et de sécurité ont besoin de notre soutien. Elles n'ont pas besoin d'être perturbées par des révélations opportunistes, parfois maladroites et dont les vraies motivations peuvent être ailleurs. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il a à faire et on n'a qu'à laisser les forces armées travailler. La sécurité n'a pas de prix si ce n'est que la vie de nos soldats et pour cette raison, le minimum de respect que nous devons aux gens, c'est que même si on a appris des choses, on a eu des informations, il faut qu'on ait des méthodes rigoureuses de vérification, il faut qu'on ait des approches neutres qui montrent que on ne veut pas engager une communication agressive contre l'armée. Sinon, ce qui est fait là, ça a tout l'air. Merci à vous, Rachidi Odjo. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique et publique. Merci pour cet honneur. Merci pour le travail que vous faites sans cesse au profit de la République, si on peut le dire ainsi. On va espérer également qu'au niveau du haut commandement militaire, on va espérer dans les jours à venir que peut-être on puisse avoir une voix des plus autorisées pour venir quand même nous entretenir un peu ce qui se passe. L'armée a un porte-parole, il faut les solliciter, il faut leur écrire. Et voici les heures que l'armée traverse, si ça permet que le porte-parole soit totalement disponible pour venir parler, il faut les solliciter. Tout à fait, c'est fait, ça se fera encore davantage. Ça se fera encore davantage. Merci à vous. C'était l'invité matinal de ce matin, ce Free Matin. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur EZAE TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.